Tu savais que certains arbres des mangroves excrètent le sel de leurs feuilles afin de supporter l'eau salée dans laquelle ils évoluent? Salut, moi c'est Sarah Damas, bienvenue dans mon podcast La science en anecdote, et aujourd'hui je vais te montrer les mécanismes incroyables qu'ont mis en place les palétuviers pour survivre dans le milieu unique et hostile de la mangrove. Tu savais que l'arbre à thé est un camélia? Tu savais que la mine de ton crayon a la même composition qu'un diamant? Tu savais que l'être humain ne peut pas sentir le mouillé? Tu savais que le rose n'existe pas dans le spectre lumineux des couleurs? Tu savais que le cacao est hydrophobe? Tu savais? 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 La science en anecdote, le podcast qui décortique les anecdotes scientifiques les plus insolites. Bon déjà, c'est quoi une mangrove et c'est quoi un palétuvier? On va partir sur les bases. Une mangrove, ça peut être défini comme un écosystème qui se développe dans la vase anoxique, donc une vase qui est sans oxygène, des littoraux tropicaux. On peut trouver des mangroves typiquement en Guyane, en Indonésie et dans une région entre l'Inde et le Bangladesh. Quant au palétuvier, c'est un ensemble d'espèces d'arbres ou d'arbustes qui poussent dans la mangrove. On en trouve majoritairement 3 espèces, les palétuviers blancs, noirs et rouges. Le palétuvier rouge pousse dans la zone de bord de mer, c'est donc lui qui est le plus immergé. Ensuite, plus en arrière, on a le palétuvier noir dans la mangrove arbustive, et enfin, on a le palétuvier blanc qui est le moins inondé dans la mangrove sèche. Constamment soumis aux marées, ils ont dû s'adapter et développer des techniques pour survivre. Ici, je vais surtout parler des palétuviers rouges, car ce sont eux les plus exposés à cet environnement extrême. Donc, premièrement, leurs racines, elles possèdent des aérenchymes, c'est-à-dire que leurs racines, elles sont comme des éponges, donc avec plein de petits trous pour permettre aux échanges gazeux de se faire plus facilement et donc d'absorber le maximum d'oxygène possible. Que ce soit donc, comme je le dis, de l'oxygène ou aussi du dioxyde de carbone. Mais ce dispositif, il ne concerne que les racines dans la vase. En effet, les palétuviers, ils possèdent des racines aériennes, très étendues, ainsi que les racines verticales, appelées pneumatophores, qui fonctionnent un peu comme des tubas. Les racines aériennes et pneumatophores sont équipées de lenticelles, des sortes de pores présentes sur la racine qui mettent en contact l'air et le tissu vivant de la racine, afin de faciliter, encore une fois, les échanges gazeux. Ensuite, les palétuviers sont dits halophytes non obligatoires, donc ça fait beaucoup de mots compliqués, mais c'est simplement pour dire qu'ils sont adaptés à la forte salinité de leur milieu, mais ils ne sont pas dépendants de celle-ci. Cependant, des concentrations en sel trop élevées peuvent avoir un impact négatif sur le taux de croissance et le métabolisme des palétuviers. Ils mettent alors en place plusieurs mécanismes, comme la modification anatomique des stomates, les cellules situées sur la partie inférieure de la feuille, donc en dessous de la feuille, et spécialisées dans les échanges, encore une fois, gazeux et la transpiration, donc afin de perdre le moins d'eau possible. Les stomates, ils vont s'ouvrir et se fermer en fonction des besoins de la plante pour éviter qu'elle ne se dessèche par exemple. Mais aussi la formation de feuilles plus petites, plus épaisses et orientées verticalement pour réduire les expositions directes au soleil et limiter l'évapotranspiration. Les palétuviers rouges possèdent des racines imperméables qui agissent comme des filtres ultra sélectifs en utilisant un mécanisme osmotique actif, empêchant jusqu'à 90% du sel de pénétrer dans la plante. Ce mécanisme se fait grâce à des protéines qui bloquent le flux naturel d'ions. En effet, les ions vont naturellement dans les milieux faiblement chargés, c'est ce qu'on appelle le phénomène de diffusion. Donc ce qui va se passer, c'est que quand l'eau salée elle va essayer de pénétrer dans la plante, il y a des protéines, donc dans les racines ou sur la surface des racines, qui vont bloquer les cristaux de sel, et donc il n'y a que l'eau non salée donc qui va pouvoir pénétrer. Les palétuviers noirs, eux, vont excréter le sel par des glandes situées sur leurs feuilles. Ils utilisent le transport actif, donc c'est-à-dire qu'une protéine va attraper le sel à l'intérieur de la plante et le faire passer à travers la cellule sans qu'il interfère avec elle pour l'envoyer à l'extérieur. Ce mécanisme demande beaucoup d'énergie, fournie grâce à la photosynthèse. C'est pour cela que les feuilles du palétuvier noir sont grandes afin de capter davantage la lumière et faire donc plus la photosynthèse. Une fois que les feuilles auront trop de sel sur donc elles, les feuilles vont tomber d'elles-mêmes. Mais survivre, ce n'est pas tout. Il faut aussi pouvoir se reproduire afin de coloniser le milieu et d'assurer sa descendance. Mais comment se reproduire avec les pieds dans l'eau ? Les palétuviers sont des angiospermes. Donc, comme on l'a vu la dernière fois, un angiosperme, c'est une plante à fleurs. Pour le palétuvier rouge, les fleurs, elles sont hermaphrodites. Donc, elles possèdent à la fois un stigmate qui renferme les ovaires qui eux-mêmes contiennent les ovules, et des étamines qui contiennent les grains de pollen, qui contiennent eux-mêmes les gamètes mâles, les spermatozoïdes. Mais ce n'est pas le cas pour le palétuvier noir, chez qui les fleurs possèdent soit les gamètes femelles, soit les gamètes mâles.
Cela va empêcher l'autofécondation et donc favoriser la diversité génétique, ce qui sera bénéfique pour la descendance. Une fois l'ovule fécondé, il va devenir une graine. Mais dans le cas des palétuviers rouges, si elle tombe directement alors qu'elle n'a pas germé, elle risque de s'enfoncer dans la vase et d'être asphyxiée ou d'être ennoyée. Le palétuvier rouge a alors développé ce qu'on appelle la viviparité. Les graines vont germer sur la plante jusqu'à avoir donc une petite racine, appelée une radicule, de 20 à 30 cm de long. Une fois arrivée à maturité, cette petite plantule, appelée donc propagule, va tomber dans la vase, et en quelques heures, ces racines à la croissance très rapide ancrent la propagule dans la vase qui va pouvoir pousser même sous l'eau. À marée haute, la graine va dériver jusqu'à un endroit favorable, parfois même pendant 1 an, favorisant la colonisation de vastes territoires. Enfin, les palétuviers ont développé des relations symbiotiques avec d'autres organismes de la mangrove. La symbiose, c'est une association entre 2 organismes différents qui est mutuellement bénéfique. Tout d'abord, les crabes violonistes, reconnaissables à leurs grandes pinces disproportionnées chez les mâles, et les crabes des palétuviers ou dits crabes des mangroves, sont des habitants des mangroves. Ils se nourrissent principalement de la matière organique, donc les algues, champignons, les microbes, présentes dans la vase et dans les racines des palétuviers. Ils se nourrissent principalement de la matière organique, algues, champignons, microbes, présentes dans la vase, et creusent leur terrier entre les racines, ce qui leur offre la sécurité. En échange, en creusant leur terrier, ils aèrent la vase, améliorant ainsi la circulation de l'eau et des nutriments. De plus, les excréments des crabes fertilisent le sol. En effet, pour qu'un sol soit sain, il doit être aéré, c'est pour ça que dans la terre, on a des vers de terre, qui vont donc en creusant et en bougeant dans le sol, ils vont aérer le sol. Ensuite, certaines espèces de palétuviers comme Avicennia hébergent des bactéries anaérobies qui se développent sans oxygène et fixatrices d'azote dans leurs racines. Ces bactéries, elles vont transformer l'azote atmosphérique en une forme assimilable par la plante, ce qui améliore sa croissance dans des sols pauvres en nutriments. En plus, comme la majorité des plantes, les palétuviers entretiennent des relations symbiotiques avec des champignons, ce qu'on appelle des mycorhizes. Le mycélium du champignon est alors imbriqué dans les cellules racinaires de la plante. Le champignon va fournir de l'azote et du phosphore à la plante, et en échange, la plante va lui fournir des sucres, donc issus de la photosynthèse. Enfin, les racines des palétuviers forment un abri pour les poissons de petite taille ou les juvéniles comme le barracuda. Ils peuvent donc grandir à l'abri des prédateurs et avec suffisamment de nourriture. Les poissons contribuent à la santé des palétuviers en consommant des organismes nuisibles et en facilitant la circulation des nutriments. Malheureusement, la mangrove, elle est en train de disparaître aujourd'hui. D'après une étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, la moitié des mangroves pourraient disparaître d'ici 2050, et d'après l'UNESCO, les mangroves disparaissent 3 à 5 fois plus vite que les pertes forestières mondiales globales. Cette déforestation, elle est causée par l'augmentation des élevages de crevettes et l'utilisation de bois de palétuvier. Ces chiffres ils sont très alarmants, sachant qu'une étude de 2011 a montré que les mangroves ont un potentiel effet de captation du carbone 3 à 5 fois supérieur à celui des forêts. Heureusement, à Bali ou au Sénégal, des ONG mettent en place des programmes de replantation de la mangrove, ce qui est bénéfique non seulement pour la population mondiale, parce que donc les mangroves vont produire énormément d'O2 et vont capter le CO2 qui est un gaz à effet de serre, mais aussi pour les populations donc locales, car il a été prouvé que les mangroves empêchent l'érosion des sols et protègent les populations des tempêtes et des tsunamis. En effet, si on a une forêt entre la mer et la terre pour protéger donc cette terre-là, quand va y avoir des grosses vagues ou du vent ou que du coup la mer elle va creuser les terres, et bien les racines des palétuviers vont s'ancrer profondément dans le sol et vont empêcher ou plutôt ralentir de manière très importante l'érosion. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Donc comme d'habitude, dans la description de cet audio, donc de ce podcast, il y a donc toutes mes sources, tout ce que je dis est sourcé et recherché, je passe énormément de temps à faire ça. Il y a aussi mon matériel que j'utilise pour faire ce podcast et mon Instagram où je poste donc des updates sur le podcast mais aussi d'autres types de contenus centrés sur l'écologie et la biologie, étant donné que je fais ma rentrée à l'UBO le 1er septembre. Sur Instagram, vous pouvez également proposer des idées de nouveaux épisodes, mais également voter pour des idées d'épisodes que vous souhaitez voir publiées. Donc en attendant, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Salut! That's one small step for man, one giant leap for mankind. Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms
came from those stars. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Je crois que ce qui est unique pour le savant, c'est qu'il lui faut non seulement chercher la vérité, mais la proclamer. I propose a toast to evolution. May we use it well.